Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre journal hebdomadaire, les jeunes de l'école Saint-Joseph sensibilisés à la protection animale. Le musée Matisse à l'heure du bilan de l'exposition Devenir Matisse. Les actus respectives de l'association des parents d'élèves de l'école Herbin et de l'association des parents d'élèves de l'école Matisse. La Saint-Valentin à la piscine, le repas des étoiles d'argent, autrement dit nos majorettes, et l'Assemblée générale des médaillés militaires, ce avant bien évidemment de passer aux nouvelles aventures contées par notre ami Michel Vergal de Sources Sûres. Si je vous dis que Dédette est contente, que comprenez-vous? Eh bien que Bernadette, une candidate de la 14e saison de L'amour est dans le pré, est contente. Bernadette est notamment également bénévole à la SPA d'Hirson et elle est venue à l'invitation de Madame Legrand à la rencontre des élèves de l'école Saint-Joseph pour les sensibiliser à la cause de la protection animale et leur dire qu'un animal adopté nécessite des soins. Mais Bernadette était également là pour récupérer les dons des actions menées par les jeunes de l'école Saint-Joseph pour les animaux de la SPA d'Hirson. Une action bien évidemment aux vertus ludiques, mais également pédagogiques pour nos jeunes têtes blondes. Un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout, qui a des poils gentils mais sales, qui a des poils mouillés partout, qui a des poils mouillés partout, mais c'est pas tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Il s'en met plein le menton, comme un cochon. Mais je l'aime Quand même, je l'aime. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Alors aujourd'hui, nous faisons la collecte pour la SPA de Hirson. Et je vais tendre le micro, madame, pour qu'elle puisse se présenter. Voilà, moi je m'appelle Dédette, enfin Bernadette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais candidate à L'amour est dans le pré, la saison 14. Et voilà, donc maintenant je me suis intéressée aux soins des animaux, aux animaux malheureux, voilà. Et donc aujourd'hui, je viens dans la classe ici, au Cateau. Les parents d'élèves ont donné d'énormes dons, donc je vais les récolter au profit de la SPA d'Hirson. Donc voilà, et pour initier les enfants au respect des animaux pour leur vie future, quoi, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui leur font beaucoup de mal. Et donc je pense que c'est étant jeune qu'on les apprend à respecter les bêtes. Voilà. On a ramené des doudous, on a ramené des coussins, on a ramené des couvertures. On a ramené des croquettes. On a ramené des œufs. On a amené des friandises. On a amené des jouets. On a amené des couvertures. On a amené des croquettes, des paniers. Des paniers, tout à fait. Des friandises. De la litière. De la litière. Des compresses. Des compresses, très bien. Des pansements. Des croquettes. Des croquettes. Louis, tu as quelque chose à rajouter? Des paniers. Des paniers. Des gamelles. Du pâté. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi on a fait ça dans notre classe. Parce qu'il y a des chiens et des chats qui sont malheureux. Oui, pourquoi encore? Élodie? On les a fait du mal. Oui, il y a certaines fois, il y a personnes qui font mal aux animaux. On les a abandonnés. Voilà, parce qu'il y en a aussi qui ont abandonné. Malia? Du coup, on va en prendre soin. Voilà, de fait, on va en prendre. Ils sont mis à la SPA. Après, les oies reviennent les chercher. Après tout, oui. Non. Et on n'abandonne pas notre chien. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ça? Pour justement sensibiliser les enfants à devenir adultes en prenant un chien ou un chat à la maison, de savoir qu'il faut s'engager, non seulement à faire des câlins, le brosser, lui donner à manger, mais aussi tout ce qui est le négatif. Enfin, le négatif,
peut-être pas, mais à prendre des responsabilités. Parce qu'on a vu ce matin que ramasser les crottes, qui ramasse les crottes? Il n'y en avait qu'un qui ramassait les crottes dans la classe. Sinon, c'était papa, maman. Voilà. Voilà, lui donner à manger, lui donner à boire. Et quand on a un chat, on change la litière, tout à fait. Donc ça nous aide à grandir. C'est pour responsabiliser, pour se responsabiliser et aussi pour devenir grand. On essuie, on enlève, on essuie ses pattes. Voilà aussi, quand le chien est dehors, on le fait rentrer assis au tapis et on essuie les pattes, tout à fait. Et on lui fait grandir parce qu'il apprend à obéir. Comme nous, quand on grandit, on apprend à obéir. Et Madame Bernadette, elle a encore quelque chose à dire parce que vous faites une activité avec les chiens. Donc en fait, on peut faire beaucoup de choses avec les chiens. Surtout, il faut les occuper parce qu'il y a des chiens très très actifs. Donc moi, là, je fais du canicross avec mes chiens. Donc c'est-à-dire que, pas avec lui, parce qu'il est trop petit, mais j'ai un chien, un braque allemand, donc un grand chien de chasse, et je lui mets un harnais. Moi, j'ai un baudrier sur moi, j'ai une longe, et je cours avec lui. Parce que moi, j'aime pas la chasse. Donc pour le détendre, je vais courir avec lui. Donc je fais ça avec plusieurs chiens, en fait. Chacun à leur tour. Parce qu'un chien, dans une maison, quelquefois, il est malheureux parce qu'il bouge pas assez. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui les abandonnent, parce qu'ils prennent un chien qui ne leur correspond pas. Donc si on veut un chien qui fait rien, eh ben on prend un petit chien, genre celui-là, par exemple. Et lui, il va pouvoir rester dans la maison et sans demander d'exercice. Par exemple, soit un chien, un chien de chasse ou n'importe quoi, des border collies, tout ça, tous ces chiens-là, il faut que ça bouge beaucoup. Donc, il faut leur faire du sport. Donc, il faut réfléchir aux chiens qu'on prend quand on adopte un chien. Voilà, parce qu'après, beaucoup de personnes se rendent compte que ça ne va plus et puis ils abandonnent le chien. Et c'est pas bien. Non. Parce que quand on prend un chien, c'est pour la vie. Voilà, parce que le chien, il adore son maître. Il ne faut pas l'abandonner. Ça lui fait très, très mal au cœur quand on l'abandonne. Voilà. Les chats aussi. Les chats aussi. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Quand il vient me faire la fête, il me lèche dans le cou. Quand il vient me faire la fête, il me lèche dans le cou. Il me lèche dans le cou. Et c'est pas tout. Il bave sur ma chemise et puis sur mon pantalon. Il bave sur ma chemise et puis sur mon pantalon. Et puis sur mon pantalon comme un cochon. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Merci à vous. 38 678, c'est le nombre de la semaine, c'est le nombre du mois et c'est même le nombre de l'année pour le musée Matisse. En tout cas, 38 678, c'est le nombre de visiteurs de l'exposition Devenir Matisse au musée départemental, autrement dit un record. L'exposition a donc rencontré un large succès, c'est peu dire. Les équipes du musée participent actuellement au démontage de l'exposition, bien évidemment en attendant de préparer la prochaine exposition du musée. Tout va bien, Monsieur Matisse? Alors, tout va bien, Monsieur Matisse? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à Monsieur Patrice Deparpe, directeur de la structure, pour dresser le bilan de l'exposition Devenir Matisse. Un bilan de cette exposition, eh bien, voilà, c'est déjà effectivement l'heure des bilans, puisque après 5 ans de travail, après 3 ans de présentation, les œuvres aujourd'hui repartent. Elles repartent à travers le monde, dans tous les grands musées, les grandes collections. C'est donc un petit pincement au cœur, mais surtout une grande satisfaction. Le bilan, effectivement, il est largement positif. On a avant tout, en termes de fréquentation,
reçu 38 600 et des poussières. Autant dire que on frise les 40 000 visiteurs, et ce dans une période qui n'est pas forcément facile pour la circulation. Hein. Fin d'année, on connaît les aléas climatiques. On a vu d'ailleurs que le dernier week-end, malgré la tempête, on a eu quand même 1000 personnes qui sont venues le dimanche. On a eu aussi, on a été impacté par les grèves de la SNCF. Hein. On n'a eu aucun train du 5 décembre au 14 janvier. Ça a impacté la fréquentation. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit quand même, c'est une fréquentation moyenne qui s'établit à 460 personnes par jour. Et ça, on ne l'avait jamais vu au musée. Je pense que les Cathésiens eux-mêmes ont pu constater le week-end la fréquentation, comment c'était devenu pratiquement mission impossible pour aller déjeuner dans les restaurants, obligé de faire 2 services pour essayer de contenter tout le monde. C'était devenu un peu difficile de se garer. Bref, on a eu une espèce d'émulation là autour de cette exposition et autour du musée qui a vraiment été extrêmement positive. Autour de l'exposition, ça a été aussi presque 1500 articles de presse. Ça a été plus de 150 journalistes qui sont venus ici voir l'exposition, de tous les grands médias et des médias de proximité. J'en profite pour remercier Beffroi Vision de toujours nous accompagner et d'être là encore au cœur de l'action, là au milieu des caisses pendant ce démontage. Donc c'est très très important aussi pour nous et pour l'image qu'on renvoie du territoire. C'est en termes de bilan aussi, eh bien toute cette dynamique qui s'est mise en place autour du musée Matisse, et vous savez qu'on fait jamais les choses seul, et là ce qu'on voit, eh bien, c'est que la ville s'est mobilisée autour de l'anniversaire Matisse, et on a eu par le monde associatif, par les jeunes, par les écoles. Les conséquences, elles ont été immédiates aussi, c'est qu'on a eu une augmentation du nombre de fréquentations des Cathésiens extrêmement importante. Donc je remercie tous les Cathésiens qui ont répondu à cette invitation et qui sont venus découvrir comme ça Matisse, leur concitoyen Matisse, hein, et le découvrir sous un jour nouveau, puisque jamais auparavant on avait travailler, montrer ces débuts de Matisse. Ça a été d'ailleurs cette thématique extrêmement surprenante pour nombre de collègues qui sont venus, conservateurs des autres musées, et pour les visiteurs, de découvrir combien le territoire avait été important dans cette construction artistique de Matisse. Donc ça, c'est pour ça aussi notre but a été atteint. La diffusion du catalogue le montre aussi. On a vraiment un beau succès avec ce catalogue qui raconte cette histoire des débuts de Matisse ici dans la région. Donc c'est le bilan et l'heure des remerciements. Encore une fois, le public s'est montré très très enthousiaste et a franchi en grand nombre les portes du musée. Le public donc cathésien aussi, le public même cambrésien, caudrésien, c'est vraiment toute la région qui a été impliqué par cette exposition Matisse. Le personnel du musée a été aussi mis à rude épreuve, parce que avec cette fréquentation, eh bien, il fallait avoir une attention de tous les instants. Les visites guidées étaient pleines en une demi-heure, donc il a fallu un gros travail de tous les agents de médiation, les agents de surveillance, et j'en profite pour les remercier. Et ils ont aussi répandu cette bonne nouvelle dans la région, et ils ont facilité la venue des visiteurs ici. Bref, cette exposition, je pense, montre tout ce que peut apporter le musée Matisse à la ville, à la région, quand le musée fonctionne à plein, comme ça, sur des gros projets. Et c'est bien entendu l'arrière-pensée que nous avons avec l'agrandissement du musée.
et qui c'est une sorte de ballon d'essai pour nous de faire voir tout ce que le musée pourra apporter dans cette dynamique touristique sur le territoire. J'en profite pour redire encore une fois que les travaux d'agrandissement sont en cours de préparation, mais le musée ne sera pas fermé pendant 2 ans. Non, le musée sera fermé pendant une courte période. Ça sera obligatoire en 2022, mais le musée restera ouvert le maximum et sortira même de ses murs, donc l'occasion de rebâtir de nouveaux partenariats avec les Cathésiens et tous les établissements qui voudront bien travailler avec nous. Voilà, écoutez, je vous invite, parce que le show continue, c'est maintenant le 4 avril prochain que les choses vont recommencer avec la nouvelle exposition Tout va bien, Monsieur Matisse, et ça va un peu clore ce cycle autour de l'exposition, autour de l'anniversaire de Matisse. Et une belle façon, encore une fois, pour nous d'avoir rendu hommage à cet enfant du Cateau. Comme tous les ans depuis 10 ans maintenant, l'association des parents d'élèves de l'école Herbin fait un don de matériel éducatif à l'école Herbin. Ce don s'élève cette année à 4 400 €. C'est bien évidemment le fruit d'une multitude de manifestations tout au long de l'année menées par l'association des amis du groupe scolaire Herbin, sachant que l'intégralité des bénéfices est reversée à l'école Herbin. Depuis 10 ans, l'association des parents d'élèves de l'école Herbin a pour tradition de remettre du matériel éducatif à l'école. Cette année, 11 classes ont bénéficié chacune de 400 € de matériel, pour un total global de 4 400 €. Les membres de l'association sont à l'écoute de l'équipe pédagogique et font en sorte qu'ils soient équipés en fonction de leurs besoins. C'est grâce à une poignée de bénévoles dynamiques de l'association que près de 60 000 € ont pu être utilisés pour le bien des enfants de cet établissement depuis 10 ans. Une très belle collaboration entre les enseignants, Monsieur Dedon, directeur de l'école Herbin, et les membres de l'APE, qui permet aux élèves de travailler dans de bonnes conditions. Les parents d'élèves de l'école Matisse ont organisé un grand loto. Monsieur Scuro, président de l'association des parents d'élèves de l'école Matisse, autrement dit les amis de l'école Matisse, est à notre micro pour nous en dire plus. Oui, bonsoir à tous. Monsieur Scuro, président de l'association Les Amis de l'école Matisse. Ce soir, nous organisons notre 3e loto et très heureux qu'il y ait autant de monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vous à gagner ? Ce soir, c'est que des bons d'achat. Il y a une tombola, des petits lots, des gros lots, et il y a une série spéciale Saint-Valentin. Les bénéfices seront remis à l'école Matisse. Prévu voyage de fin d'année, normalement prévu de Nausicaa, mais revoir avec Madame Gabé. Et repas de fin d'année pour les parents d'élèves, l'école et puis les instituteurs. L'association fait... Là, on a organisé une tombola avec des gros lots à gagner. Une Nintendo Switch, une PS4 et puis plein d'autres gros lots. Et en petit lot, ça sera une boîte de chocolat. Là, le mois prochain, donc, comme je viens de dire, la tombola. Après, il y aura des chocolats distribués aux enfants. Et on finira par le voyage de fin d'année. Le 8, le 64. Le 22, le 72, le 12,
le 28, le 27, le 19, le 70, soit le 11, le 27, 33, 43, le 42, 76, le 28, le 90, le 34, le 55, le 37, le 67, le 35, le 81. Passer la Saint-Valentin à la piscine, voilà une manière bien originale. Faire de l'aquagym à l'occasion de la Saint-Valentin à la piscine, voilà qui est encore plus original. Clémentine est partie à la rencontre de Raphaël et d'Antoine, autrement dit les Cupidons de la piscine, afin d'en savoir plus. Alors bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui à la piscine du Cateau, le Dio. Et donc aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Et donc aujourd'hui a été organisé un aquagym spécial rendez-vous des amoureux. Alors voici Antoine, bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Donc tous les deux sont maîtres nageurs ici à la piscine et donc ils vont un peu plus nous parler de l'aquagym. Alors comment vous est venue l'idée de l'aquagym ? Alors, tout d'abord on a cherché à dynamiser un petit peu la piscine, les activités qui se passaient le soir. Du coup avec l'occasion de la Saint-Valentin, c'était l'occasion idéale pour relancer une activité et refaire un aquagym à thème pour la Saint-Valentin. Voilà, histoire de ramener un peu plus de monde. D'accord. Et qu'est-ce qui change par rapport à un aquagym normal ? Bah, c'est vraiment, pour le coup, sur le thème de la Saint-Valentin, aussi bien sur les musiques que sur les déguisements. La preuve, on en porte encore quelques marques. Raphaël s'est changé, mais à la base, pareil, il était déguisé. Un peu plus chorégraphié et plus amusant. Peut-être un peu moins sportif que d'habitude, mais plus amusant, plus chorégraphié et plus dans le thème du coup de la Saint-Valentin. Et du coup, est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, en effet, ça s'est bien passé. Les gens étaient contents. On s'est bien amusés. Et je remercie mon collègue ici, Antoine Barbet, pour avoir participé à l'aquagym de la Saint-Valentin. Comme ça s'est bien passé, est-ce que vous comptez refaire d'autres événements dans les jours qui suivent peut-être ? Oui, du coup, on a le carnaval organisé vendredi dans 15 jours. Même horaire pour l'aquagym à 19h15. Et l'après-midi, il y aura des animations pour les enfants. On les emmènera côté fitness pour leur faire des jeux sur le thème du carnaval. Ensuite, une partie bassin, on les fera jouer dans le bassin qui est juste derrière nous. Voilà. Donc tous les enfants de 6 à 12 ans sont les bienvenus. Si jamais vous voulez, il suffit juste de prendre contact avec l'accueil de la piscine pour vous inscrire. Et voilà. Bien, merci beaucoup les garçons, c'était sympa. Merci à vous. Merci à vous d'être venus.
Ne quittons pas la piscine. Avec cette brève, le 28 février a lieu le carnaval à la piscine pour les enfants de 15h à 16h30 et l'aquagym de 19h15 à 20h. Nous passons tout de suite au repas d'une association fort sympathique, les Étoiles d'Argent du Cateau, autrement dit les majorettes catésiennes. Ce repas avait lieu au marché aux bestiaux où Madame Cathy Caudrelier, présidente de l'association Les Étoiles d'Argent, a répondu aux questions de Claude Delcourt. Mais avant de passer au reportage, nous tenons à vous répéter cette mise en garde protocolaire. L'alcool est à consommer avec modération. Alors nous organisons un repas sur le thème fluo. Alors on a deux propositions, on a le couscous royal et on a l'assiette anglaise. On est à 130. Bientôt les festivals, bientôt donc la compétition qui arrive à grands pas pour nous. Donc aujourd'hui on se lâche et après c'est la compétition. Le premier déplacement c'est à Wassigny le 15 mars. Prête, il y a encore du travail mais on sera prête à temps. Alors là on est 25 au total. Et il y a du nouveau, donc je demande à tout le monde de venir nous rencontrer parce que cette année on innove. Alors se présenter le dimanche à la salle Léo Lagrange de 14h à 18h. Alors on prend à partir de 4 ans et il n'y a pas d'âge. Ouais, ce soir on est 50. Et t'as bien, tout a bien, t'as bien. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tudo a bem, tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa. À tous mes potes qui rentraient, on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuck. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave como é que tá tudo bem. É mafiosa, é mafiosa. É mafiosa, salto novo e bolsa nova. É mafiosa, é mafiosa. Com a mafiosa, não brinca com seu homem. C'est mon petit bout de femme, nous deux c'est un long métrage. C'est elle qui nettoie mes armes, c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui não é. Partons de suite pour l'Assemblée générale des médaillés militaires, une assemblée générale qui vit le bilan moral et financier de la structure et la mise à l'honneur de quelques-uns de ses membres. Monsieur Cardon est à notre micro. C'est notre Assemblée générale des médaillés militaires et c'est le 66e anniversaire. Hein. Ça fait près de 10 ans que je suis président. Hein, et nous avons toujours beaucoup de monde, beaucoup de médaillés militaires qui viennent à notre Assemblée. C'est le moment de se rassembler, de discuter de la médaille et autres. Comme il a été dit au Cateau, l'année 2019 a été l'année Matisse. L'année 2020 sera l'année de Gaulle. L'homme de la France libre, le visage de la résistance face au régime nazi, est né à Lille en 1870. Je parle de Gaulle, bien sûr. Hein. Sa maison natale, rue Princesse, dans le Vieux-Lille, est actuellement fermée pour travaux et rouvrira en novembre prochain pour célébrer le triple anniversaire, en fête des 130 ans de sa naissance,
50e anniversaire de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin. En plus, il y aura le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu, le 70e anniversaire de l'engagement du bataillon français de l'ONU en Corée, hein, on n'y pense pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, et le 150e anniversaire de la guerre de 1870. On n'y était pas. Hein. Alors, il faut savoir que notre porte-drapeau, et ainsi que son adjoint, il a sorti plus de 30 fois. Donc, bien sûr, il sera remercié tout à l'heure. Je remercie, comme d'habitude, la subvention du maire, du Cateau-Cambrésis et de Troisville. L'âge moyen de nos médaillés est de 75 ans. Nous avons à ce jour 34 médaillés militaires, 6 dames d'entraide et 6 membres associés. Le plus jeune a 61 ans et le plus âgé 92. Nous allons effectuer notre pas champêtre le samedi 6 juin, comme chaque année. Et nous allons mettre à l'honneur en fin d'assemblée, pour 75 ans de médaille militaire, Joël Prévost, s'il est là. Alors cette année, seront mis à l'honneur des membres associés. Qu'est-ce que c'est qu'un membre associé? Un membre associé, c'est un... comme vous et moi, non, comme vous, qui n'est pas médaillé militaire, mais qui participe par sa présence et aussi sa cotisation à l'effort et au maintien de l'association des médaillés militaires du Cateau. Un médaillé militaire, c'est un ancien soldat, un ancien militaire, si vous voulez, hein, qui a fait au moins 25 ans, il y en a même qui ont fait moins, hein, mais par acte de bravoure, ont eu la médaille militaire. Alors, la plupart de nos médailles militaires sont des gendarmes. Oh, il y a quand même un petit peu d'armée de terre, un petit peu d'armée de l'air et de la marine. Ah, un marin. Alors, je disais, seront mis à l'honneur cette année 3 membres associés. Donc, ils n'ont pas la médaille, mais ils sont cotisants chez nous. Je vais les énoncer. Roland Grimaldi et Bernard Levaux, pour 18 ans au sein de notre section. Ben, 18 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Et Daniel Campin, présent, pour 14 ans. Et pour finir, je vais mettre à l'honneur les sections voisines qui répondent présents chaque année à notre assemblée. Et c'est grâce à eux que notre rendez-vous annuel prend une allure de confrérie et de convivialité et rehausse avec leur drapeau notre dépôt de gerbes au monument aux morts. Les rencontres de la médiathèque municipale ont repris depuis le mois de janvier. Donc je rappelle que c'est tous les derniers samedis du mois à partir de 10h. Et la rencontre de fin février, donc du samedi 29 février, je vais l'animer sur un thème peut-être un peu étonnant, un peu spécial, Casanova, Giacomo Casanova. Alors pourquoi avoir choisi ce personnage qui est qu'on peut qualifier d'aventurier, un aventurier vénitien du XVIIIe siècle, qui n'appartient pas vraiment à l'histoire officielle, mais qui est extrêmement connu comme séducteur, comme tombeur de ces dames. L'épithète est même devenue une sorte, quand on dit un Casanova, c'est un séducteur. Alors voilà ce qui lui est resté. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça, hein. Mais on verra que c'est un personnage complètement étonnant. Alors comment suis-je venue à mieux le connaître ? Eh bien, c'est un personnage qui a eu une vie bien remplie au cours du XVIIIe siècle, hein, et qui, à la fin de sa vie, a rédigé ses mémoires. Alors, ces mémoires, c'est quand même des milliers et des milliers de pages, 3 gros volumes,
qui sont parvenus à nous, je dirais un petit peu par miracle. Le texte original, pendant longtemps, a été un petit peu caché, réservé par un éditeur allemand. Ce texte original était rédigé en français et les seules traductions qui étaient disponibles étaient malheureusement des traductions tronquées, un peu pas complètes. Ça n'est que très récemment, dans les années 1960, que ce texte est devenu accessible en édition française, pour avoir enfin une édition complète et puis également une édition bien annotée avec tous les renseignements possibles et imaginables. Et donc c'est très tôt, dans mes années de lycée, quand ce fameux texte est paru en livre de poche, que j'en ai pris connaissance. J'avais lu les premiers tomes et j'avais été enchantée de cette lecture, et puis pour des raisons, je n'avais pas pu continuer. Alors est-ce que tout est paru en livre de poche ou seulement le début? Je ne me souviens plus, mais j'avais un peu oublié ce texte. Et puis il a ressurgi très récemment, il y a environ une dizaine d'années. Et il a été donc réédité de manière très complète dans une collection que j'aime beaucoup, qui est la collection Bouquins chez Robert Laffont, donc 3 gros volumes. Et là, je l'ai enfin relu dans son intégralité. Hein, donc c'est sur ce texte que je vais m'appuyer. Alors naturellement, je ne pourrais pas présenter toutes les mésaventures de la vie de Casanova, qui est très très riche et très bien remplie. Je vais évoquer un petit peu le cadre dans lequel ça se passe. Eh bien, c'est surtout la ville de Venise, très belle ville au XVIIIe siècle, une ville mythique avec bien sûr son carnaval, et c'est tout à fait d'actualité en ce moment. Alors une parenthèse, je me suis aperçue en allant par curiosité voir le programme du Carnaval de Venise de cette année, qui a lieu jusque fin février. Eh bien, il y a des visites sur les pas de Casanova avec un guide costumé en costume XVIIIe siècle. Et c'est une proposition qui est faite aux touristes. Et puis il y a également dans les différentes manifestations du carnaval, un grand bal costumé Casanova, mais alors ça, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas accessible à toutes les bourses. Hein. Donc vous voyez que le personnage est devenu un mythe. Je vais évoquer un petit peu, surtout en fait, quelques grands épisodes de ses voyages. Il faut savoir qu'il a voyagé dans toute l'Europe de son époque. Il est allé jusqu'en Russie, il est allé en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne. Il a beaucoup voyagé. Il a rencontré des grands personnages. Il a rencontré presque tous les grands souverains de son époque, Louis XV, Catherine II de Russie, Frédéric II de Prusse. Il a même rencontré le pape. Il a eu l'occasion d'échanger avec Voltaire, avec Rousseau, et puis surtout avec Mozart aussi. Hein. Donc, vous voyez, il a côtoyé vraiment les plus grands de son époque. Mais tout l'intérêt de ses mémoires, c'est qu'il a également côtoyé le petit peuple, parce que lui-même, en fait, n'avait ni fortune ni nom. Il était simplement le fils de comédien. Hein. Son père et sa mère étaient comédiens. Et il a côtoyé beaucoup les petites gens, les serviteurs, du haut en bas de l'échelle sociale. Il faut bien le dire, il a également côtoyé les mauvais garçons. Il a été notamment joueur pendant toute sa vie, et même joueur professionnel, quelquefois un petit peu tricheur, il faut bien le dire. Il a été quelquefois un peu escroc aussi. Il a été emprisonné à plusieurs reprises, il s'en est toujours sorti. Et il a fini la fin de sa vie, donc en rédigeant ses mémoires et en étant bibliothécaire. Vous voyez, ça mène à tout. Donc une vie très riche. Quelques épisodes qui seront évoqués, comme sa rocambolesque évasion de la prison des Plombs à Venise, dont personne s'était échappé avant lui. Et ensuite, ce récit, il va l'écrire et le raconter à travers toute l'Europe. Hein. Tout le monde lui réclame ce récit qui a un énorme succès à son époque. Il y a l'épisode du duel avec un aristocrate polonais qui, là aussi, va le faire extraordinairement connaître, qu'il raconte volontiers. Alors toute sa vie, j'avais dit qu'il était fils de comédien, mais c'est un comédien,
Il raconte admirablement, son style n'a absolument pas vieilli, ça se lit très facilement, c'est plein de vivacité, d'humour, de joie. Alors bien sûr, Casanova ne dit pas tout, il ne se vante pas quelquefois d'activités qu'il a eues qui sont un petit peu moins reluisantes. À la fin de sa vie, il a été notamment indicateur pour la ville de Venise. Bon, ça, c'est pas très, il n'en parle pas, bien sûr. Mais la plupart, on s'est rendu compte que la plupart de ce qu'il raconte est authentique, finalement. Donc, beaucoup d'histoires, d'épisodes. Alors, ça va être un parcours très libre, en fait, à travers cette belle Europe du XVIIIe siècle, où on voyage beaucoup. Vous verrez des épisodes assez surprenants. Et on a vraiment la vie quotidienne, l'habillement, les voyages, les repas. Il parle beaucoup cuisine, parce que c'était à la fois un gourmand et un gourmet. Donc il y a des descriptions de repas, il y a toutes sortes de descriptions très, très concrètes qui vont faire découvrir, je pense, un XVIIIe siècle auquel on ne s'attend pas toujours. Alors rendez-vous samedi 29 février à partir de 10h et vous serez très bien accueillis par l'équipe de la médiathèque. Vous l'attendez avec impatience, voici le 68e épisode des aventures contées par notre ami Michel Vergal, de Sources Sûres, cette semaine, la banque et la poste. De Sources Sûres. Aïe, aïe, il n'y a plus rien à retrouver. On vit dans un monde, tout est mélangé. Tout est mélangé, moi je comprends plus rien. Dans le temps, quand j'étais plus jeune, si j'avais besoin d'un timbre, eh ben, j'allais à la poste, je faisais la file au guichet. Évidemment, ouais, le fil, c'est pas toujours amusant. Et puis, on me donnait mes timbres, et je les collais sur mes enveloppes. Quand je les foutais dans la boîte aux lettres, l'affaire était faite. J'en achetais même à l'avance pour ne pas devoir refaire la file. Quand je devais aller à la banque, je savais que c'était pourquoi. C'était parce que j'avais un souci, j'avais besoin d'un carnet de chèque ou un bazar pareil, eh ben j'allais attendre mon tour à la banque. Maintenant, on ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus qui fait quoi. Les banques, elles font des assurances, elles font la banque, et même ma banque d'ailleurs m'a demandé si je ne voulais pas avoir de sécurité sur les portes de ma maison. De quoi il se mêle, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai un chien. Bon. La poste. Ils font la poste encore, ça ouais quoi, Dieu merci. Et puis ils font la banque aussi, il faut aussi les assurances. Tout le monde fait le même que tout le monde. Il y a des moments, quelquefois, je dois envoyer une lettre, je la mets dans la boîte aux lettres de la banque, et puis je me trompe, je dois venir demander à la jeune fille qu'elle est à l'entrée, je ne pourrais pas récupérer ma lettre. C'est quand même bizarre comme truc, hein. En plus, avant, c'est la file. Bon. Je ne sais pas que c'est gai de faire la file, mais c'était quand même un signe que ça vivait cette affaire-là. Maintenant, vous allez à la banque, il y a une jeune femme qui est assise sur un tabouret et sur un genre de comptoir de café. Et elle est là, elle attend, et puis quand elle vous voit, elle dit « C'est pourquoi, monsieur ?» Vous lui dites, et voilà. Mais il ne faut pas demander de l'argent à cette dame-là, parce qu'avant, vous alliez au guichet, on vous donnait des sous, que si il fallait donner votre carte d'identité, le numéro de votre compte. Maintenant, ça c'est fini, hein. Il y a des machines, hein. Tout se fait par machine. À la poste, c'est le même, hein. Déjà pour les sous, ils ont aussi une machine, ils l'ont mis dehors. Et même pour les timbres, hein. Mais pour les timbres, ici au Cateau, c'est quand même bizarre, parce qu'il me fallait un timbre pour la Belgique, j'ai appuyé sur les boutons pendant longtemps, ça n'a jamais marché, donc j'ai quand même dû demander au guichet. Et le guichet, c'est drôle, c'est une table, une petite table, comme ça, comme un comptoir d'hôtel. Enfin, tout change, hein. Voilà, il faut faire assez, il faut faire avec, hein. Allez, salut, hein. Voici le moment de se quitter, de se donner rendez-vous dès samedi prochain pour de nouvelles aventures, ou de se revoir tout au long de cette semaine lors de nos rediffusions, ou sur Dailymotion. En tout cas, à très vite.